conclure ce colloque. Un colloque qui a été organisé donc en collaboration avec Maya, que tout le monde connaît. Et puis, bon, on va présenter aussi Sandrine Promptet, qui est aussi à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, qui est donc la co-organisatrice du colloque, qui est professeure agréée en marketing numérique et qui a une grande préoccupation, je comprends, pour les consommateurs face à vos débats dont on a parlé tout au long de la journée. Lise Estelbro, qui est la directrice principale des FinTech et de l'innovation à l'Autorité des marchés financiers. Madame Bro se qualifie elle-même, quand on fouille un peu sur Internet, de grande passionnée d'intelligence artificielle et des technologies qui influencent notre société. Et elle va nous présenter, c'est pour ça qu'on est en table ronde, un document de réflexion produit par l'AMF sur justement l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans les marchés financiers. Vincent Gautret, qui lui est professeur à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire L.R. Wilson sur les droits des technologies de l'information et du commerce électronique, champ de compétences variés, droit des affaires électroniques, contrats électroniques, sécurité des réseaux, cyberconsommation, propriété intellectuelle et vie privée. C'est aussi un retour, je pense, M. Gautret, ici à l'Université d'Ottawa, vous avez déjà enseigné? Il y a plus de 20 ans, oui. Ouais, bon. Et enfin, Cédric Garnota, qui lui a une expérience professionnelle variée là, dans les FinTech, notamment il a développé et fondé Tulipé. Il travaille aussi, il y a un poste de direction chez Datalog Finance pour un éditeur de logiciels sécurisant gestion financière et trésorerie. Aussi chez Nepting, responsable de développement international dans un développement de plateformes de multipaiement, c'est surtout votre spécialité. Et vous avez aussi également participé au développement de Livre, là, qui est aussi une plateforme de paiement mobile pour les commerçants. Ce qui va finir par envoyer des tiroirs caisses au musée. On en reparlera si vous voulez. Je suis pas sûr. On doit commencer cette table ronde par justement le document de réflexion qui a été pondu par l'AMF, un document qui est très très riche. Avant ça, moi hier, juste pour me préparer, j'ai posé la question à ChatGPT, mon ami Chat, pour voir la question que je vais poser, c'est quels sont les avantages et les inconvénients, les risques de l'intelligence artificielle dans les marchés financiers. Vous avez dû voir sa réponse en 1 page et demie. C'était pratiquement, je dirais pas un résumé complet, mais un très très bon résumé de ce que Mme Bro va nous raconter. Et ça vaut la peine que je vous lise la conclusion de cette page et demie que ChatGPT a pondu face à cette question. Chat a dit « Il est essentiel pour les institutions financières de mettre en place des mesures de contrôle rigoureuses et de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour maximiser les avantages tout en minimisant les risques associés à l'intelligence artificielle. » Donc, c'est ça. Le débat aujourd'hui, on l'a vu, là. C'est réguler, mais ne pas étouffer non plus les innovations. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, Mme Bro? On vous écoute. Merci beaucoup. Je garde le Ah ben ça, c'est génial. Merci. Alors, juste au cas où quelqu'un dans la salle ne sait pas ce qu'est l'Autorité des marchés financiers, je vais simplement commencer par vous dire que l'autorité, c'est le régulateur qui agit ici au Québec pour que le système financier de chez nous demeure intègre et digne de la confiance du public. Donc, la confiance, c'est essentiel dans les marchés financiers. C'est ce qui fait qu'on ne fait pas de cauchemar la nuit à savoir si notre épargne est toujours dans notre compte bancaire, si notre chèque de paye va effectivement être déposé dans ce compte bancaire. C'est ce que la fraude vient éroder, malheureusement. Donc, ça résume bien le mandat que nous avons à l'autorité. De ce mandat-là, on s'intéresse évidemment aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons dont le système financier
la façon dont ce système-là évolue, les tendances au niveau des consommateurs, au niveau des investisseurs, quels sont leurs nouveaux souhaits, les nouvelles façons dont ils veulent interagir avec le système financier. Et donc, ces technologies-là deviennent pour nous des objets d'étude, des objets d'intérêt. Bien avant qu'on initie un projet de développement réglementaire. Donc, l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier pour nous. On a commencé à s'intéresser au sujet bien avant la pandémie. Par contre, juste avant la pandémie, on a décidé de vraiment se plonger davantage dans le sujet et aller chercher de l'aide. Donc, on avait, comme probablement la majorité d'entre vous, entendu parler de la Déclaration de Montréal pour l'utilisation responsable de l'IA. On était allé la consulter. De grands principes qui rejoignent plusieurs des objectifs réglementaires qu'on a, mais qui étaient très générales pour nous. Donc, on a demandé au professeur Marc-Antoine Dillac de l'Université de Montréal, qui a été un contributeur incontournable de ces travaux-là, de venir nous aider à comprendre ce que ces grands principes-là veulent dire dans le secteur financier. Et ça a mené à un premier rapport, le rapport du professeur Dillac, qui a été publié en 2021. Et le jour de sa publication, l'autorité a aussi signé, est devenue signataire de la Déclaration de Montréal, parce que cet intérêt pour l'intelligence artificielle, on l'a en tant que régulateur du système financier, mais nous aussi, on veut utiliser des technologies pour nos propres activités et on veut le faire aussi de façon responsable. Dans ce premier rapport-là, le professeur Dillac nous avait fait 3 recommandations. La première était de publier un cadre modèle éthique pour l'utilisation de l'IA qui allait pouvoir être repris de façon volontaire dans les différentes institutions financières auprès de nos différentes clientèles. La deuxième était d'avoir une discussion avec le secteur financier, les acteurs du système financier, pour pouvoir approfondir certains aspects. Une des préoccupations à ce moment-là qui demeure une préoccupation aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les types de données qui peuvent être utilisées dans des systèmes d'intelligence artificielle dans le secteur financier. On sait, on laisse derrière nous des grandes traces de données à notre sujet. Est-ce que toutes ces données-là, par exemple, pourraient être utilisées par un assureur pour calculer notre prime? Ou non. Et la troisième recommandation, c'était de produire du matériel éducatif, à la fois pour les acteurs du système financier et à la fois pour les consommateurs et les investisseurs. Donc, on a essayé d'être efficace, efficient, en produisant un document qui venait répondre à ces 3 recommandations-là, un document qu'on a publié en février et qui regroupe, j'ai envie de dire de façon théorique, 30 meilleures pratiques pour l'utilisation de l'IA en finance. C'est très important, ces meilleures pratiques-là ne constituent pas de nouvelles obligations réglementaires. Elle ne constitue pas une publication là, qui mène à une modification réglementaire ou autre. Ce sont des meilleures pratiques. Des meilleures pratiques sur lesquelles on initie et bon, on arrive à la fin. Mais on a initié cette discussion-là avec l'industrie où on accueille les commentaires de tous les participants de marché, que ce soit sous forme de mémoire, sous forme de discussion avec nous, de commentaires informels, pour savoir ces meilleures pratiques-là qui sont pour nous un condensé de tout ce qu'on a lu sur le sujet et qu'on a adapté au meilleur de notre connaissance au système financier. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce que c'est bien beau de dire
Oui, l'IA doit toujours être utilisée au bénéfice du consommateur, au bénéfice de l'investisseur. Mais en pratique, est-ce que c'est faisable dans tous les cas? Quels sont les écueils? Qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement pour le développement de ces systèmes-là? Donc, on veut aller chercher à travers cette discussion-là, ces notions-là pour bien comprendre si jamais on doit aller de l'avant avec des modifications réglementaires, mais déjà de bien comprendre quels sont les choix très pratiques, très concrets qui doivent être pris par les institutions financières et les autres acteurs du système financier pour pouvoir à la fois, comme vous l'avez mentionné, innover, profiter, aller chercher tous les bénéfices qui peuvent être tirés de ces technologies-là, mais aussi s'assurer que c'est fait de façon responsable, de façon alignée avec les intérêts du consommateur et des investisseurs. Donc, ça, c'est un premier objectif. Un deuxième objectif qui était très important pour nous avec cette publication-là, ça a été mentionné dans votre présentation. Oui, effectivement, les lois et les règlements évoluent moins vite que la technologie. Comme régulateurs, nous ne sommes pas les innovateurs. Et je pense que c'est bien comme ça. Par contre, une mauvaise réglementation va freiner l'innovation. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'incertitude réglementaire freine aussi l'innovation. Ne pas savoir si le modèle d'affaires qu'on construit aujourd'hui va devenir non profitable dans 6 mois parce qu'une nouvelle réglementation va venir en place. Certains acteurs, voire la majorité des acteurs, vont hésiter à se lancer face à cette incertitude-là. Donc, un autre objectif qu'on poursuit avec la publication de notre document sur les meilleures pratiques, c'est de donner une certaine visibilité. Donc, encore une fois, ce n'est pas un projet réglementaire, mais ça indique dans quelle direction on pourrait aller si jamais développement réglementaire il y a un jour. Donc, de donner cette prévisibilité-là aux intervenants du secteur financier vient pour nous faciliter, ou en tout cas on espère que cette prévisibilité-là vient faciliter l'innovation, tant au niveau des fintechs qu'au niveau des institutions financières qui sont bien établies depuis longtemps. Donc, ça résume notre démarche jusqu'ici. Je prendrai peut-être une dernière petite minute pour vous parler des pratiques. Évidemment, je ne vais pas passer à travers les 30 pratiques, simplement des différentes catégories. Donc, on les a regroupées en 6 catégories. Une première catégorie de pratiques en lien avec la protection des consommateurs. Donc, les notions de meilleur intérêt du client, les notions de protection de la vie privée, d'équité, de conflits d'intérêts, de gestion de ces conflits d'intérêts-là sont abordés dans cette section-là. Ensuite, on a une section sur les pratiques en lien avec la transparence envers les consommateurs et le public. Donc, ça rejoint le concept qu'on entend souvent, donc l'explicabilité. Un consommateur peut demander une explication à un être humain d'une décision qui aurait été rendue de façon automatisée ou par un SIA. Mais au-delà de ça, les canaux pour le faire sont clairement communiqués aux consommateurs. Ces canaux de communication-là, les recours que le consommateur peut avoir sont aussi transparents et faciles à comprendre. Et il y a aussi une notion qu'on retrouve justement dans la Déclaration de Montréal qui était vraiment importante à mes yeux. C'est une transparence des intervenants financiers par rapport à leur approche. Donc, pour qu'on puisse, dans des colloques comme celui-ci, dans différents débats, avoir un débat public sur l'utilisation qui est faite de l'IA de façon générale dans notre système financier.
La troisième section, deux petites pratiques, mais tellement importantes, donc des pratiques en lien avec la pertinence des SIA. Les institutions financières devraient mettre en œuvre des SIA qui sont pertinents en lien avec leur mission, et ils devraient aussi privilégier les approches, les traitements les plus simples et les plus facilement explicables pour un résultat équivalent. La quatrième section, on parle de responsabilité. Ça semble aller de soi, mais on le voit, c'est pas toujours le cas. Un intervenant financier qui utilise un SIA, que ce soit sur son site web ou autrement, va demeurer responsable des résultats qui s'ensuivent. Mais la notion de responsabilité s'applique aussi aux employés des intervenants financiers qui ne peuvent pas simplement dire « mais c'est la machine qui l'a dit ». Et on aborde aussi les responsabilités des hauts dirigeants, des intervenants financiers, qui sans avoir nécessairement un grand background technique, doivent pouvoir diriger et bien gouverner l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur organisation. Ils doivent avoir un minimum de connaissances pour pouvoir le faire. Les deux dernières sections sont très concrètes, donc on parle à la section 3.5 de gouvernance, donc tout ce qui entoure la conception et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, et à la 6e section, donc tout le volet de gestion des risques. Donc, la gouvernance des données, la gouvernance des modèles, la surveillance des modèles, le mot m'échappe. Donc, d'avoir des solutions de rechange si jamais un modèle ne fonctionne plus. Donc, un coupe-circuit et ça me reviendra tantôt, là. Une solution un plan B, la continuité des affaires. Voilà, c'est ce que je cherche. Le plan de contingence de continuité des affaires pour pouvoir remplacer un système qui pourrait être un système critique pour une organisation ou critique du point de vue des consommateurs. Et cette section-là finit par une dernière pratique qui est la dernière mais non la moindre, vraiment sur la formation. Donc, Madame Lamoureux en a parlé aujourd'hui, la formation des employés, la formation des hauts dirigeants, mais aussi la formation des utilisateurs de systèmes d'IA qui sont rendus disponibles par des institutions financières. Il y a un danger à utiliser un système d'IA à une fin qui n'est pas la fin à laquelle il est destiné. Et c'est quelque chose qui ne peut être adressé autrement que par la formation des utilisateurs dans un niveau de langage accessible selon qui ils sont. Donc voilà pour très bon résumé. Le résumé. Merci. Vous avez parlé d'incertitude. C'est peut-être le moment de dire, est-ce que pour ceux qui sont ici, l'incertitude, justement, est dommageable et qu'il faut intervenir là? Vous êtes sur le point, vous espérez peut-être un jour faire le régulateur souhaite encadrer mieux l'intelligence artificielle. Donc, l'incertitude est dommageable, il faut avoir des règlements. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire urgemment? Je vais peut-être m'adresser à monsieur qui a les deux mains là-dedans, là, monsieur Ganata. L'incertitude. Je reprends l'exemple qui ont été donnés, puis j'entendais un peu ce qui se disait ce matin par Madame Lamoureux sur les planificateurs financiers. Jusqu'à pas très longtemps de ça, il prenait des papiers, il faisait des calculs avec sa calculatrice, il déterminait un résultat et puis il donnait son conseil. Sauf que prendre des papiers, faire des calculs avec sa calculatrice, ça prenait 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures, 3 jours, 4 jours. Il définissait un résultat, il donnait son conseil. L'intelligence artificielle, c'est une machine qui va traiter exactement les mêmes données, avec la qualité qu'elles ont. Et puis, si lui s'est trompé dans ses papiers, son calcul sera mauvais, son conseil sera mauvais. Si l'intelligence artificielle a reçu les mauvaises données qui sont de mauvaise qualité, elle fera exactement le même calcul idiot, elle arrivera exactement au même conseil, enfin, même recommandation idiote, et il fera le même conseil idiot. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a changé, c'est qu'au lieu de travailler 4 jours, il va travailler plus qu'1 heure. C'est ça l'intelligence artificielle.
Et c'est... Alors, on va parler de la réglementation, mais ce matin, parfois j'écoutais, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de dire dans nos commentaires, dans nos présentations, que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Et j'entendais, et puis je me suis dit, non, j'ai du mal à comprendre. On en parlait tout à l'heure, pendant le dîner avec quelques-uns. Non, t'as mal compris. Tant mieux, ça m'arrange bien, parce que moi, je ne crois pas à l'intelligence artificielle Harry Potter qui va vous, en claquement de doigts, vous faire papa, maman, les enfants et tout ce qui va bien avec. C'est plutôt, au contraire, un outil. Et comme tout outil, si vous mettez un clou et vous mettez un marteau à côté, s'il y a personne qui prend le marteau pour taper sur le clou, il ne rentrera pas. On aura beau faire ce qu'on veut, il ne rentrera pas. C'est le même principe, je pense, pour l'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui fournisse les données, entraîne le modèle, vérifie le modèle. Ça, c'est ceux qui vont programmer, préparer le travail. Puis derrière, il y a quelqu'un qui va envoyer les données du client qu'il veut tester, ou de la solution qu'il veut tester, ou de ce qu'il veut faire. Sortir d'un résultat. Et puis alors, soit il a compris ce que c'est que l'intelligence artificielle et il va réfléchir au résultat. Il a été formé pour être conseiller, planificateur financier, il a été conseiller pour être trésorier d'entreprise, pour être ce que vous voulez, mais il va réfléchir au résultat, c'est quand même son job. Et après, il va donner sa conclusion et son conseil. S'il prend, comme c'est arrivé, qu'il le jette comme ça, comme c'est arrivé à son client, ben, il n'a rien compris. Et en effet, il ne sert à rien. Et c'est là où justement l'erreur, à mon sens, elle existe. Chez Datalog, quand on a lancé notre projet d'intelligence artificielle avec Vidence Analytics pour accompagner les CFO, les trésoriers dans la prévision de trésorerie à 12-15 mois, la première chose que Sarah Lejean-Bilodeau m'a dit, Cédric, attention, c'est pas Harry Potter. S'il y a des biais à l'entrée, il y a des biais pendant, il y aura des biais à la sortie, garbage in, garbage out. Donc c'est important d'avoir toujours l'humain présent à côté qui surveille ce que fait la machine. Et ils ne doivent jamais lâcher la main à la machine, jamais. Et donc, moi, je reste là-dessus qu'en effet, la première des régulations à mettre en place, c'est la responsabilité de celui qui donne le conseil, qui, au bout du compte, selon moi, est responsable de ce qu'il dit. Comment il a produit ses chiffres avec sa calculatrice et 15 jours de travail, ou par une intelligence artificielle, c'est son problème. Moi, en tant que client, utilisateur de son produit, je refuse le conseil de cette personne. Après, on rentre dans d'autres domaines de réflexion, qui est dire, est-ce qu'aujourd'hui, chaque personne a un conseiller qui l'accompagne? Moi, je viens de la banque en Europe. Moi, j'avais un conseiller qui s'appelle Maxime. Je peux toujours l'appeler. Il s'appelle toujours Maxime. Si je lui pose 25 questions sur 25 domaines différents, j'aurai une réponse. Ça a changé un peu d'habitude ici. Quand j'ai 25 questions, j'ai 25 numéros de téléphone pour trouver la réponse à des gens qui ne me connaissent pas. Et on retrouve l'élément fondamental qui est la connaissance de la personne avec qui je travaille. Et c'est là que ça se joue. Et donc, c'est pour ça fondamental. Donc, quand on crée un trésorier, un directeur financier, quelle entreprise, comment elle fonctionne? On a discuté avec Decathlon. Comment fonctionne Decathlon? Quand on discute avec le grand, comment fonctionne le grand? Ce sont des choses différentes. L'intelligence artificielle n'est pas la même, la manière de l'apporter n'est pas la même. Donc c'est important, je pense, de responsabiliser sur la mise en place, ça je suis d'accord, mais il ne faut surtout pas trop jeter l'eau du bain sur les innovateurs, sur ceux qui font. C'est un peu ce que disait notre ami à San Francisco, on veut innover, mais ensuite vous pourrez réguler. Je viens d'Europe, hein. En Europe on nous dit tout le temps, en Amérique, on innove, en Chine, on copie, en Europe, on régule. Et quand je discutais avec les étudiants, c'est on a vu les Européens ont fait ça, on est en train de regarder la même chose au Canada. Donc j'ai bien raison. Donc l'Europe innove en régulation. Et vous avez tous les ingénieurs techniques, les informaticiens qui disent c'est une horreur, moi c'est à manger par les Américains, par les Chinois, qui vont mieux que nous. Et vous, les Français, les Allemands, les Néerlandais, n'arrêtez pas de nous casser les pieds. Donc il faut trouver un juste équilibre. Je suis content d'entendre que l'AMF dit qu'il faut trouver un juste équilibre parce qu'il ne faut pas tuer l'innovation. Le Québec bénéficie d'un écosystème en intelligence artificielle qui est exceptionnel dans le monde. Je partage moins la vision de San Francisco que celle de Montréal et du Québec. C'est ma vision personnelle. Je préfère avoir un balance en work and life qui va très bien, et au Québec on l'a. Ça va très bien, et pour autant il faut faire attention parce que ça va très très vite. Et ça a été dit, le régulateur peut casser beaucoup de choses, comme il peut au contraire pousser beaucoup de choses, et c'est ce que l'on veut tous. Il faut que le Québec reste là-dessus en pointe. Et en France, on dit que le Québec est en pointe. Les premiers ministres qui se sont rencontrés, Gabriel Attal, un des éléments fondamentaux dans lesquels il est intervenu, et je sais que le président Macron, c'est la même chose, c'est de dire le Québec, c'est un centre d'innovation important en intelligence artificielle. On veut travailler avec le Québec là-dessus. Donc, il ne faut pas que ça change. Il ne faut surtout pas que ça change, parce que ce serait dommage. Merci Cédric.